Bienvenue dans cette équipe de dingue de toute la semaine. J'en profite et on va démarrer l'émission en remerciant nos amis, bien sûr, Aude qui vous attend au 0826 300 300 avec Aurore qui vous attend sur les réseaux sociaux avec Benoît. Derrière les petits boutons, c'est lui qui lance tout. C'est un peu lui le patron. Il a l'équivalent d'un Airbus à 330 il peut nous couper le micro direct. Mais c'est bien de les remercier avant de savoir si l'émission va être réussie. Oui, mais justement, ça leur met la pression. Vous êtes adorable. Avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien et vous? Oui, très bien. On est très heureux, comme d'habitude, de vous accueillir au 0826 300 300 et dans cette émission ensemble jusqu'à 19h. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Ils avaient annoncé la couleur. S'ils n'étaient pas entendus, ils durciraient le ton. Si Gabriel Attal ne vient pas nous voir, on ira le chercher à Matignon en tracteur. On lançait les agriculteurs ce matin au blocus de l'A64 au sud de Toulouse. Leur mouvement de colère va continuer ce week-end après plusieurs jours de mobilisation. Alors parlons vrai. Est-ce que la vraie priorité n'aurait pas été pour Gabriel Attal d'aller voir d'abord les agriculteurs qui sont en pleine ébullition plutôt que les soignants, les forces de l'ordre ou les enseignants? Craignez-vous une contagion avec un mouvement très dur qui pourrait monter à la capitale comme en Allemagne? Comprenez-vous les agriculteurs qui travaillent sans compter les heures pour souvent un salaire de misère auto-horaire? Venez nous le dire au 0826 300 300. Attal doit-il aller à la rencontre des agriculteurs? Vous dites oui à 84%. Et puis le coup de projecteur à 18h30, le Rassemblement national dénonce un reportage à charge contre son président hier sur France 2 qui a maintenu la diffusion d'un complément d'enquête consacré à Jordan Bardella. Ces émissions d'investigation avaient déjà été accusées de partialité à plusieurs reprises lors des sujets consacrés à l'insoumise Sophia Chikirou ou encore récemment à Cyril Hanouna. Alors parlons vrai, est-ce que ces émissions n'ont pas un ton un peu trop accusatoire sans droit de réponse pour les personnes mises en cause? Est-ce la mission de chaîne de service public de faire des émissions à charge contre deux des responsables de l'opposition? Est-ce que quand on voit les conséquences de l'émission sur Gérard Depardieu, cela n'incite pas un peu plus de mesures? D'où cette question. Les émissions d'investigation sur les politiques sont trop engagées, objectives ou à charge? Vous dites à charge pour 57%, trop engagées pour 26% et objectif pour 17%. Et on en parlera avec notre expert François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sémiologue, son dernier livre, Balance ton prof, aux éditions de l'Atlante. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et pour nous accompagner encore aujourd'hui, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, fringant, au taquet, à fond. En pleine forme, Fringant comme un garde. Aimé autant un vendredi. Ça pour va 1000 raisons. Ah, eh ben vous nous laissez comme ça, sans rien dire derrière. Je ne dis pas, parce que ça pourrait être un peu grivois. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député et auteur de ce livre, Les Hommes en Noir chez Plomb. Bonsoir. Alors moi je connais les raisons de Philippe. J'ai des fiches là-dessus aussi. Je le dirai pas de suite. Je vais négocier avec Philippe. Et puis surtout, Cécile, il faut être juste, j'ai reçu 2 magnifiques cadeaux de Jean-Michel. Et ben moi aussi. Les mêmes en flûte. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est les mêmes. Moi j'ai rien fait moi. Oui. Ah bah attendez, ça va venir. Si vous l'avez à côté de vous, René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bonsoir. Bonsoir René, vous n'avez pas reçu un stylo du RAID? Ah, mais si, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Voilà. N'écoute pas. On en profite pour saluer le nouveau patron du RAID. Oui, tout à fait. C'est bien. Guillaume Cardi, qui a été le premier à rentrer au Bataclan avec son coéquipier. De la BAC, il était à la BAC Paris à cette époque-là, très courageusement tous les deux. Donc sur le courage, il n'y a pas de doute. Il y a aucun problème. Et c'est un héros très discret. C'est intéressant de le dire. En tout cas, vous laissez aussi des messages. Bon choix d'administration. Ouais. Très bon choix. Très bon choix. 0826. Remarquable. Ça va, vous me dites quand je peux y aller? Ça va? Allez-y, Cécile. Allez-y, donnez-moi le top de table. Le vendredi, on parle beaucoup. Oui. Le problème, c'est que c'est toute la semaine, Philippe. Allez, 0826 300 300, vous nous laissez bien sûr des images, pas du tout, des messages. Jean-François est avec nous de Haute-Garonne. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Bonsoir de l'équipe et Gramme de Voix. Bon, comment ça va? On est content de vous avoir. Vous parlez de quoi dans quelques instants? Trop de taxes, tu la taxes. Ah, trop de taxes, tu la taxes. On aurait pu le dire nous aussi, mais on est content de vous l'entendre dire. En tout cas, vous laissez des messages sur notre répondeur. Parfois des coups de cœur, parfois des coups de gueule. On verra de quoi on parle aujourd'hui.
Oui, bonjour les vraies voix, Sabine de l'Hérault. J'entends ce soir que vous allez parler d'un sujet qui me préoccupe aussi puisque je suis fonctionnaire, mais moi dans la territoriale, donc la prime au mérite. Alors pour signaler aux vraies voix, on a déjà une prime qui s'appelle pour nous, entre nous, la prime à la gueule. C'est-à-dire que c'est une prime annuelle qui est versée en fonction des catégories ABC, chef de service, en fonction de l'évaluation annuelle. Donc si votre chef ne vous aime pas, vous êtes saqué, ce qui arrive parfois, et qui m'est déjà arrivé en 20 ans de carrière. Et puis si on vous adore, alors là, on vous monte au nu et c'est le jackpot. Voilà, donc la prime à la gueule, on n'en veut pas. C'est une horreur. Et en plus, les primes, il y en a marre, ça rentre pas dans la retraite. Donc c'est bien gentil d'avoir des genres de salaires corrects. Si ensuite, à la retraite, on se retrouve à manger des cailloux ou à sucer des bambous. Voilà. Bonne soirée, au revoir. Eh ben dis donc. C'est cash au moins. Joyeux Noël, Félix. Sabine rigole pas. Hein. Oui, heureusement que j'ai pas eu droit à la prime à la gueule dans la radio, parce que j'avais aucune chance. Oui. Elle a pas tort, mais c'est très difficile. Moi, j'étais chef de service dans la police nationale et avec le rôle de distribuer des primes. Donc c'est très difficile parce que vous faites des heureux et puis des malheureux, ceux qui n'ont pas eu la prime. Et ceux qui n'ont pas eu la prime en général. Admettez que c'est difficile d'être vraiment objectif. Et c'est difficile d'être objectif. Dans la police, il y a quand même du résultat derrière et on arrive un peu à caler tout ça. Mais vous avez la moitié, les 3/4 du service qui vous font la gueule après parce qu'ils n'ont pas eu cette prime-là. Mais bon, c'est une prime par définition, elle est donnée normalement au meilleur. Si vous la filez à tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Oui, alors, oui, absolument. Dans la presse, dans la grande presse. Oui, alors, je ne parle pas de la fonction publique, mais par exemple, dans la presse, il y a aussi des primes. Mais le problème, on le sait, la prime, c'est, comme l'a dit notre auditrice, ce n'est pas pris en compte dans la retraite. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Oui, c'est sûr. Et il est vrai que la prime empêche parfois aussi d'augmenter les salaires dans les entreprises. Vous voyez, on dit tu auras une prime, mais par contre on va pas faire une augmentation de salaire régulière. Donc ça, c'est un peu le problème. Bon, en ce qui concerne la prime au mérite, ce qu'a dit Jean-Michel dans la fonction publique, il le connaît mieux que moi, mais ça, on n'a plus de temps là. Non, parce qu'il parle beaucoup. Non, mais parce que hier on a débattu de ça et non, on a plus le temps de donner l'illusion d'une pensée, de l'arrêter trop vite. D'une manière générale, Philippe, on aura très peu de temps pour vous aujourd'hui. C'est la prime au mérite. Allez, 0826 300 300, on retourne en Haute-Garonne avec Jean-François. Jean-François, vous disiez taxe, trop de taxes, tu la taxes. Tout à fait. Moi, je vous parle ce soir de la taxe des agriculteurs qui payent le gazole non routier, le GNR. Oui. Ce qu'on appelle le GNR, voilà. On nous a fait une augmentation qui a largement augmenté quand même. Hein. Oui, plus que largement augmenté, qui a pris 6 centimes, comme ça, au mois de janvier, pour des causes environnementales, avec l'excuse de l'environnement, on fait payer mais de tout. Les agriculteurs, on est en première ligne, donc on en prend plein la gueule parce qu'il n'y a pas autre mot. Voilà, et c'est admissible, quoi. Donc aujourd'hui, à force, entre les normes, entre le gazole qui augmente, qui augmente, on ne sait même plus quand il faut l'acheter parce que d'un jour à l'autre, ça peut prendre 2-3 centimes sans savoir ni pourquoi ni comment. On en est arrivé que aujourd'hui, quand on produit, à la revente, il ne nous reste rien. Même des fois, on produit pour moins cher que ce qu'on vend. Voilà. Donc c'est inadmissible. On voulait une souveraineté alimentaire. Tout ça, ce n'est que du baratin. On va en parler justement de cette colère des agriculteurs. Vous restez de toute façon avec nous, hein, Jean-François, bien entendu. Dans quelques petits instants, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Et le réquisitoire du procureur, cher Philippe. Eh bien, ce sera à propos des JO, une honte ou une fierté. On verra. Eh ben, vous restez avec nous et écoutez-moi bien. Dans un instant, on fait une petite pause. On revient juste après la pause et on vous offre un cadeau. À tout de suite. Et on est ravis de vous retrouver. Les vraies voix aujourd'hui, 0826 300 300. Je vous donne tout en direct comme ça avec nos amis René Chiche, avec présent, avec Jean-Michel Fauvergue et bien entendu avec Philippe Bilger. Et vous êtes, messieurs, je vous demande d'être témoins que nous allons offrir du bonheur. Écoutez. Puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner un bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 €. Oui, j'ai bien dit 1 200 €. Ah oui, prochaine vacances. C'est du cadeau, hein. Oui, dans l'un des 45 clubs Bellambra. Alors que c'est en famille ou entre amis, vous faites comme vous voulez, c'est pas nous qui décidons. Vous voulez aller à la mer, à la montagne, à la campagne, vous nous appelez. Donc vous faites ce numéro magique 0826 300 300 avec Aude qui va compter sur ses doigts puisqu'il faut un chiffre. Et elle me donne... Donnez-moi un chiffre, Aude.
10e appel au standard. 0826 300 300. Allez, c'est parti. On vous offre du bonheur. En attendant, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on, cher Félix? De Jordan Bardella qui a rencontré Gabriel Attal aujourd'hui au lendemain de l'émission qui lui était consacrée. On va parler aussi de l'ambassadeur de France convoqué en Russie pour l'implication croissante de notre pays sur le front ukrainien, et puis aussi des trains. Une drôle d'équation pour la SNCF. De plus en plus de voyageurs, mais de moins en moins de trains. C'était le bilan de l'année dernière, grosso modo. Et en 3 mots, ça fait quoi? En 3 mots, ça donne popcorn, convocation et train. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous allez faire un réquisitoire binaire, monsieur le procureur, pour la sécurité des Jeux Olympiques. Si c'est réussi, c'est une fierté. Si c'est raté, ce sera une honte. Bravo. Quand vous répétez ce que j'ai écrit, je trouve que c'est excellent. Ouais. Mais c'est pas ce qu'il y avait écrit en plus. Non, mais plus sérieusement, Gérald Darmanin, sur lequel je m'accorde avec Jean-Michel, on le disait hier, ma chère Cécile, voilà un homme qui a énormément travaillé et qui va devoir continuer à le faire d'une manière colossale. Il a un épuisement physique et psychologique qui ne l'empêchera pas d'assumer ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire qu'il y aura 11 000 policiers qui vont être mobilisés sur 36 sites, y compris les sites d'entraînement, les fan zones et j'ajoute les hôtels où résideront les principales délégations. Il faut imaginer ce que ça représente, ce que notre ami Rudy Mana hier nous a parfaitement expliqué le également. Porte-parole du syndicat Voilà. d'Alliance. Absolument. Et donc, ça n'était pas une alternative un peu sommaire que j'ai proposée à nos auditeurs. Si c'est réussi, c'est une fierté. Et si c'est manqué, et mon Dieu, il y a énormément de choses à accomplir, ça peut être une honte pour la France. Elle n'est, j'allais dire, elle a parfaitement réussi certains événements. Je ne voudrais pas qu'on retourne en arrière au Stade de France. Hein. Oui, pour le Real Liverpool. Oui, alors j'en parlerai tout à l'heure, moi, dans mon billet d'humeur aussi là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est face à un défi important. Mais pour autant, ce défi, on doit le saisir à bras-le-corps, et c'est la grandeur de la France que de saisir des défis comme ça. Il va falloir effectivement mobiliser tout le monde, et d'ailleurs les policiers seront mobilisés. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont un peu en ébullition. Il va falloir régler tout ça, mais il va falloir mobiliser tout le monde, et pas que et pas que les policiers, mais toute la population doit être derrière l'État français sur cet événement exceptionnel. Cohésion d'équipe. Oui, absolument. Mais je crois que le principal problème de ces Jeux Olympiques, je pense que ça va être la cérémonie d'ouverture, qui est quand même tout à fait inédite. Et qui là représente, je sais pas, je me fie peut-être à l'expertise de Jean-Michel, peut-être là représente un risque plus important que les autres cérémonies d'ouverture. C'est la première fois qu'on va voir ça, mais sinon bien sûr, moi comme tout le monde, je souhaite la réussite en matière de sécurité des Jeux Olympiques. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. 3 mots dans l'actu qui sont popcorn, convocation et train. Jordan Bardella rencontre Gabriel Attal au lendemain de sa soirée télé. Bière et popcorn, le président du RN s'est affiché sur les réseaux sociaux devant le complément d'enquête qui lui était consacré. La Russie convoque l'ambassadeur de France pour lui demander de s'expliquer sur l'implication jugée croissante de Paris dans la guerre en Ukraine. Et puis de plus en plus de voyageurs, mais de moins en moins de trains. La drôle d'équation de la SNCF qui fait son bilan de l'année dernière et parle d'un âge d'or du train malgré tout. Les vraies voix Sud Radio. Une bière, des pop-corn, face à sa télé, la réponse en images de Jordan Bardella hier soir à l'émission complément d'enquête qui lui était consacrée sur France 2. Il a tout d'un Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. Complément d'enquête. Et ils ont même mis la musique qui fait peur. L'enfant prodige du RN qui se rêve grand remplaçant de Marine Le Pen. Mise en scène grinçante. Alors sur le fond, le président du RN conteste avoir tenu un compte Twitter anonyme relayant des propos racistes entre 2015 et 2017, comme l'affirme l'émission. Son parti n'a pas obtenu la déprogrammation de l'émission malgré la mise en demeure. Au fur et à mesure que je monte les marches des européennes, on va tenter de me faire chuter de l'escalier, affirme aussi Jordan Bardella. On va y revenir dans le coup de projecteur des vraies voix après 18h30 sur Sud Radio. En tout cas, aujourd'hui, le président du Rassemblement national avait rendez-vous avec Gabriel Attal à Matignon et il réfute à la sortie l'idée d'un mano à mano entre les deux jeunes de service de chaque camp. La question de la génération est, à mon avis, secondaire. Je pense que l'âge n'est en rien un gage d'efficacité et que, par conséquent, Gabriel Attal, comme Premier ministre, sera jugé non pas à ce qu'il aime, mais à ce qu'il fait et à la politique qu'il conduit.
Le président du RN indique aussi avoir demandé au Premier ministre de renoncer à la hausse prévue des prix de l'électricité au 1er février prochain. Et le deuxième mot, menace. La Russie convoque l'ambassadeur de France en dénonçant le rôle croissant de notre pays en Ukraine. Oui, l'ambassadeur sommet de s'expliquer. Le gouvernement russe accuse la France d'avoir des mercenaires en Ukraine, ce que réfute Paris. Convocation alors que mardi, Emmanuel Macron annonçait des livraisons de 40 missiles longue portée à l'Ukraine. Il faut prendre au sérieux les menaces de Vladimir Poutine, affirmait justement l'ancienne chef de file macroniste au Parlement européen ce matin, Nathalie Loiseau, eurodéputée Horizon, ancienne ministre, présidente de la sous-commission sécurité et défense. Sur l'Ukraine, il ne dit pas qu'il veut un morceau du Donbass et qu'il s'en satisfera. Il dit qu'il veut écraser l'Ukraine, qu'il veut en faire un vassal. Donc il n'y a pas de négociation avec quelqu'un qui veut vous écraser et faire de vous un vassal. On ne peut pas mettre la tête dans le sable et dire ça n'arrivera pas. Je me souviens ceux qui nous disaient avant le 24 février 2022, quelques jours avant, jamais Vladimir Poutine n'envahira l'Ukraine. Vous vous en souvenez comme moi, c'était Marine Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'étais allé en Ukraine le 10 février, j'étais revenu, j'avais sonné le tocsin et on m'avait dit que j'étais un oiseau de mauvais augure. Nathalie Loiseau au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Livrer des missiles de croisière parce que c'est des Scalp, système conventionnel longue portée, des missiles de croisière qui frappent, je crois, à près de 500 km à l'Ukraine. Ça va faire monter le ton entre Paris et Moscou, Philippe Bilger? Sûrement, et ce qui m'inquiète, c'est que sans être un spécialiste militaire, j'ai l'impression que l'Ukraine est en mauvaise posture tout de même. Jean-Michel Fauvergne. Oui, c'est pas faux. Aujourd'hui, on l'a dit en mauvaise posture, mais la problématique, elle a été résumée par Nathalie Loiseau. C'est qu'on est face à une guerre en Europe et que moi, je suis pas du tout sûr non plus que Vladimir Poutine s'arrêtera à la frontière de l'Ukraine, s'il va jusqu'à la frontière de l'Ukraine, et j'espère que non. Oui, et puis au-delà de la France, c'est qu'il y a un rapport secret de l'armée allemande qui s'appelle Alliance Défense 2025 qui prévoit un conflit direct entre la Russie, l'Allemagne, ensuite, donc on en est vraiment là une forme de tension assez importante. Et le troisième mot, Philippe. Oui, train. La SNCF s'estime victime de son succès et reconnaît une pénurie de trains. On est bien à l'âge d'or du train, estime le PDG de la SNCF Voyageurs, qui, dans cette histoire, préfère finalement voir la rame à moitié pleine. Et oui, la SNCF a enregistré de nouveaux records de fréquentation l'an dernier. 2023, synonyme de performance historique même pour la SNCF. Après une année 2022 déjà inédite pour le groupe, le TGV a transporté 122 millions de voyageurs. Un niveau encore jamais atteint, en progression de 4% par rapport à 2022 selon ces chiffres annoncés aujourd'hui. Les trains régionaux progressent aussi de 8%. Voilà pour les bonnes nouvelles. Pour autant, eh bien oui, cette croissance a été limitée par les effets de saturation, indique euphémisme, peut-on dire, la SNCF Voyageurs. En d'autres termes, avec seulement 364 rames TGV, SNCF Voyageurs ne dispose pas de suffisamment de trains pour répondre à la demande grandissante. La SNCF se heurte au manque de trains pour répondre à la demande, et elle en a perdu même 105 rames de TGV en 10 ans. Certaines ont été mises au rebut et finalement les nouvelles tardent à arriver. C'est bien ça le problème. Merci Félix. On vous fera préférer le train, vous verrez. Merci d'avoir bien regard. Merci beaucoup. Allez, la mobilisation des agriculteurs dans un instant qui se poursuit ce week-end. Ils appellent le Premier ministre à venir à leur rencontre avec notre question. On en parlera dans quelques instants. Après les enseignants, les soignants ou les forces de l'ordre, Attal doit-il aller à la rencontre des agriculteurs, Philippe? Oui, est-ce que la priorité, ça n'aurait pas plutôt été d'aller voir les agriculteurs que les enseignants, les soignants ou les forces de l'ordre? Est-ce que vous craignez une contagion d'un mouvement très dur comme à Berlin? Après les enseignants, les soignants, les forces de l'ordre, Attal doit-il aller à la rencontre des agriculteurs? Vous dites oui à 79%. Et on en parlera à notre invité, Baptiste Imbert, secrétaire général des jeunes agriculteurs en Occitanie. Et la question qu'on peut lui poser, c'est, souvenez-vous, en période de Covid, l'agriculture était un secteur essentiel. Et visiblement, ça n'est plus le cas. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, c'est vendredi, on ne sait pas où vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà parti en week-end, peut-être que vous allez travailler tout le week-end. En tout cas, on vous souhaite un bon courage et on est ravis de vous accueillir à la maison dans les vraies voix avec Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafont Presse, un homme de médias. Ah oui. The-Man.
En plus, je trouve qu'il a des lunettes qui lui iraient parfaitement bien sur les marques du Festival de Cannes. Je vais être époustouflant ce soir. Mais ce serait temps. Depuis le temps qu'on attend ça. Attention, comme vous êtes dans l'hyperbole à chaque fois. Comment je n'ai pas compris ce que vous dites. Dans l'hyperbole, mais il faut. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Les journalistes, vous savez déjà. Je vous dirai ce que c'est. Les amis. C'est pas le truc américain, l'hyperbole, le football américain, ouais. Je sens qu'on va se marrer aujourd'hui. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La mobilisation d'agriculteurs, notamment du côté de Toulouse. Vous avez vu, on a muré l'autoroute, on est très très déterminés. Nous ne sommes pas entendus, ça fait plusieurs mois que nous demandons à l'État d'entendre nos revendications. Monsieur Attal, apparemment, pour parler pour venir ici, donc si Monsieur Attal a peut-être peur de prendre l'avion pour donner un rendez-vous très rapidement, s'il faut que je m'engage personnellement à aller le chercher en tracteur à Paris, j'irai le faire. Si Gabriel Attal ne vient pas nous voir, on ira le chercher à Matignon en tracteur. Ont lancé les agriculteurs ce matin au blocus de l'A64 sud de Toulouse. Leur mouvement de colère va continuer ce week-end et après plusieurs jours de mobilisation. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que la vraie priorité, ça aurait pas été d'aller voir les agriculteurs plutôt que les soignants, les enseignants ou les forces de l'ordre? Les agriculteurs qui sont en colère depuis des jours et des jours, une colère qui monte. Craignez-vous une contagion du mouvement qui pourrait monter à la capitale, comme en Allemagne il y a quelques jours? Est-ce que vous soutenez les agriculteurs qui travaillent souvent pour des salaires de misère quand on regarde leurs heures de travail? D'où notre débat. Attal doit-il aller à la rencontre des agriculteurs? Et vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et ces agriculteurs qui attendent, Philippe Bilger, des mesures de l'État et surtout la venue du président du Premier ministre surtout. Oui, alors je ne suis pas totalement d'accord avec ce que laissait entendre votre début d'intervention, Philippe. Vous sembliez presque reprocher au Premier ministre d'avoir vu en priorité d'autres catégories. Il les a vues. Une question. Oui, question, mais orientée. Il les a vues et il avait totalement raison. Et il doit voir les agriculteurs. C'est mon procès. Non, j'ai la police et l'avocat général qui me tombent dessus. Sérieusement, mais Cécile, il est évident que les agriculteurs, on en parlait hier, sont une profession qui est en crise, en péril, et je comprends absolument leur souci d'avoir des réponses du Premier ministre. Mais rien ne serait pire de leur part que de commencer d'emblée dans une attitude, je dirais, inutilement menaçante. Voilà ce que je veux dire. On a un Premier ministre dont on n'a pas de raison de douter de la crédibilité en dépit de ce qu'on prête comme vous avez mangé des chocolats alcoolisés, c'est pas possible. Voilà, allez. Je prends très au sérieux la crise de l'agriculture parce que j'aime les agriculteurs. Oui, parce qu'elle date pas d'hier, Jean-Michel Fauvergue. Qui les aime pas, les agriculteurs? Tout le monde les aime et tout le monde les a fréquentés. Certains les aiment pas, les traitent de pollueurs, etc. Là, on parle des écolos. On les aimait beaucoup pendant le Covid. Oui, bien sûr. Je pense que une immense majorité de la population aime ces agriculteurs, aime ces paysans. Et bien sûr qu'il faut que le Premier ministre aille les voir et il va aller les voir. Moi, je prends le pari, évidemment, qu'il va aller les voir. Alors, est-ce qu'il devait aller les voir avant les autres? Et tout le monde est en colère dans ce pays, donc c'est difficile de faire un échelonnage des colères. Alors, je pense sauf que 3 jours de mobilisation sans réponse, c'est dur. Oui, je pense qu'ils ont discuté avec le ministre, mais ils veulent évidemment discuter avec ce nouveau et jeune Premier ministre, et ils ont raison. Il faut que Gabriel Attal y aille, et il va y aller. Vous verrez. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais être assez bref. Il a quand même rencontré des agriculteurs dans le Nord lors d'une de ses premières visites. Il a aussi rencontré un agriculteur avec qui il avait eu un dialogue assez intéressant à Caen, où il parlait justement, etc. Oui, sur le marché. Alors, moi je suis d'accord avec Philippe et Jean-Michel, qui rencontrent les agriculteurs en 3e ou 4e position, c'est quand même pas le plus important. Parce que je comprends bien sûr, comme beaucoup de gens, ce qu'on peut appeler la révolte des agriculteurs, et même la crise existentielle. Oui, exactement. Vous savez que même, ça peut être dangereux. Voilà, vous savez qu'aux Pays-Bas, par exemple, la jacquerie est montée jusqu'à
puisqu'il y a un mouvement qui s'appelle l'agriculteur citoyen qui a gagné des élections provinciales. En Allemagne aussi, c'est monté à Berlin. Donc attention quand même au gouvernement, il va les rencontrer. Marc Fesneau d'ailleurs a rencontré, je crois, la direction de la FNSEA. Et dernière chose, je veux pas être trop long, c'est que le gouvernement a quand même mis en chantier déjà un plan. Déjà, il y a un budget de 4 milliards d'euros pour l'agriculture. C'est quand même un budget historique. Et ensuite, il y a ce qu'a annoncé Marc Fesneau, voilà, exactement. Et il y a aussi si je me trompe pas, je crois qu'il y a un projet de loi pour, vous savez, pas la succession, le renouvellement des agriculteurs. La reprise des exploitations. De 2,5 milliards, etc. Exactement. Donc il y a quand même des choses qui sont mises sur la table. Oui. Donc on peut pas dire que le gouvernement, pour l'instant, ne fait rien. Il faut vite passer de Fesneau à Attal. Tout de même, parce que Fesneau... Non, mais bien sûr, mais je pense que Gabriel Attal, bien sûr, est suffisamment fin et intelligent comme politique. Il va les recevoir, c'est évident. Ou alors il va aller à leur rencontre. Allez, Jean-Michel Fauvergue, avant de passer à Jean-François qui nous appelle. Oui, on comparait avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Il y a une grosse différence quand même avec les pays de l'Allemagne et les agriculteurs de ces pays-là. C'est que les agriculteurs ont été pris en compte dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec la loi Egalim 1, la loi Egalim 2. On a un problème de mise en place de cette loi d'ailleurs. Quelques années après, on a un problème de mise en place. Et donc ça c'est quelque chose d'important. De plus, les agriculteurs français sont un des premiers. La France est un des premiers contributeurs de la PAC, mais ce sont des premiers bénéficiaires de cette PAC aussi. Donc il y a des choses qui sont faites. Alors sur la manière de faire les choses, je crois que au niveau politique, les choses sont en train de changer. Je pense que il est nécessaire que le Premier ministre maintenant aille sur tous les fronts et ensuite délivre les dossiers à ses ministres, plutôt que de laisser les ministres faire le contraire. Je pense que c'est ça qui est réclamé par les uns et par les autres en termes de représentativité. On va poser la question à Jean-François qui est avec nous au 0826 300 300. Jean-François, c'est un sujet que vous connaissez bien forcément, l'agriculture. Plutôt même, je dirais, je vais pas dire que j'excelle dans tous les dossiers de l'agriculture, mais il y en a beaucoup je connais à fond, quoi. Parce que vous êtes agriculteur. Bah oui, parce que je suis agriculteur, parce que je le vis tous les jours, parce que je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, arrière-petit-fils d'agriculteur. Vous voyez, dans ma famille, on peut monter la 6e, 7e génération de une dynastie. Donc, Jean-François, justement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut revenir sur les 5 grosses demandes, mesures que vous demandez à mettre en place? Alors, si vous voulez, déjà, il y a une première mesure, c'est le point commun de tout agriculteur, c'est le GNR. C'est le GNR. Gazole non routier. Gazole. Oui. Parce que le GNR, c'est dans le terme agricole, mais ça veut dire le gasoil non routier. En fait, c'est du blanc, dans lequel on met du rouge, on met une pastille, et ça devient du rouge. Voilà. Bon. Et donc, nous, agriculteurs, on consomme beaucoup de GNR. Voilà. Donc, avec un tarif, on l'a entendu tout à l'heure, qui a doublé, c'est ça. Un tarif qui a pratiquement doublé. Aujourd'hui, au mois de janvier, bien sûr, pour le plaisir, comme ça, pour le fun, pour soi-disant la cause environnementale, on l'augmente de 6 centimes. Merci, au revoir. Il y a rien à voir. Voilà. Ça ne peut plus durer. Ça peut plus durer. Il faut savoir que sur un litre de gasoil non routier, il y a 58% de taxes. Oui. Voilà. Le problème, c'est que s'il coûte très cher, que vous vendrez cher, bon, c'est comme ça. Mais il y a 58% de taxes. Oui. Et là, on parle peut-être de nous mettre une prochaine taxe encore, une prochaine taxe européenne. Et Jean-François, si on passe, deuxième mesure par exemple. Deuxième mesure, il y a un problème sur l'eau. Aujourd'hui, le problème qu'on a eu en France, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont montées, d'ONG environnementalistes, voilà, et qui ont imposé des choses franco-françaises, mais je veux dire, et qui nous ont mis à nous, donc si vous voulez, de l'eau qui est devenue très chère. Pour la cause environnementale, il nous faut de plus. Voilà. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas durer. On ne peut pas acheter de l'eau à 500, 600, 700 euros hectare. Oui. C'est impossible. Oui. Voilà. La facture est importante. Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Philippe Bilger. Jean-François. Oui, Jean-François. Jean-François, vous avez donné vos 2 premières mesures. Il en reste 3 par rapport aux 5 que vous aviez indiqués. Mais plus généralement, est-ce que vous considérez que les agriculteurs, malgré leurs difficultés, sont sensibles à ce que j'appellerais l'écologie raisonnable? Bon, je vais vous dire une autre mesure, vous avez de comprendre. On nous a demandé de pratiquer les éco-régimes.
C'est-à-dire de nouveaux systèmes, de nouvelles façons de travailler. On a modifié nos assolements. Il fallait avoir au moins 2 à 3 plantes différentes sur 2 à 3 ans sur une parcelle. Dans les endroits, on n'a pas interdit le labour, mais presque. On ne peut plus labourer aux périodes où on devrait pouvoir labourer, et ainsi de suite. Bon. Donc, ce n'était pas pour gagner plus d'argent, c'était pour que l'on puisse conserver notre budget PAC. D'accord ? Très bien. Au mois de septembre, une fois de plus, merci, bonjour, il n'y a rien à voir, on nous vole 23 € hectare. Alors 23 €, peut-être que dans certaines exploitations dans le centre de la France, ça peut passer. Mais chez nous, dans le sud, où on a des rendements faibles, ça ne passe pas. Mais le problème, c'est que même dans le nord de la France, où il y a de meilleurs rendements, il y a aussi comment dirais-je, un investissement qui est plus fort. Donc ces 23 €, ça manque à tout le monde. Moi, je vous donne un exemple très simple. Non, mais c'est juste l'accumulation des taxes et de tout ça. Ça commence à faire. L'accumulation de tout, c'est qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Oui, c'est ça. Jean-Michel Fauvert, Guy Chiche. Si vous êtes agriculteur et que vous nous entendez, vous pouvez nous appeler aussi, 0826 300 300, vous attend au standard. Moi, je crois qu'il y a aussi une bataille frontale aujourd'hui, et on le voit à travers les propos de Jean-François, une bataille frontale entre effectivement nos agriculteurs et ceux qui sont dans les terroirs aussi, nos chasseurs, je pense aux chasseurs aussi en particulier, et ce nouveau type d'écologie, pas pratiqué par tous, mais pratiqué par une frange radicale qui met en accusation tout le temps les agriculteurs. Donc il y a quelque chose aussi de psychologique, de les montrer du doigt, ces agriculteurs-là, qui nous font vivre et qui nous nourrissent, quoi. Ouais, René Chiche. Absolument. Je voulais poser une question à Jean-François, une question un peu concrète. Jean-François, bonsoir. Lorsque vous entendez... Les miennes ne l'étaient pas. Okay. Comment je disais, les miennes ne l'étaient pas. Pas du tout. Non, lorsque vous entendez les annonces du gouvernement, et d'ailleurs c'est en général de tous les gouvernements qui annoncent des milliards sur la table pour aider les agriculteurs, est-ce que vous, concrètement, au quotidien, vous en ressentez les effets? Ou bien ce n'est finalement mais je vais vous dire, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un autre problème, c'est au niveau des éleveurs, des promesses qui ont été faites par rapport à la MHE, c'est-à-dire la maladie hémorragique. La maladie hémorragique. Bon. Depuis septembre, on leur promet des choses. Moi, je ne suis pas éleveur, mais depuis septembre, ça doit arriver. On est au mois de janvier, ils n'ont rien touché. Vous vous rendez compte des trésoreries où elles en sont? Ça, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Non, mais ça... On leur a fait abattre des bêtes gratuitement. Ça, c'est terrible parce que c'est l'action politique qui est bloquée par l'administration, qui est bloquée par les administrations. Ça devrait arriver sur le terrain, c'est incompréhensible. Ce qui est fou, c'est qu'on sent largement, et j'arrête pas de revenir sur cette information du Covid où vous étiez essentiel comme les commerces de proximité, et aujourd'hui on a l'impression que vous vivez une espèce d'un manque de considération qui est terrible en fait. Mais bien sûr que c'est terrible. Moi, je vous raconte une anecdote. Je rencontre le ministre Marc Fesneau. Oui. Un jeudi. Vous entendez? Un jeudi. On se battait à l'époque pour les zones intermédiaires. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est des trucs qu'on aurait dû avoir entre septembre et octobre, on aurait dû savoir quelque chose. On est au mois de janvier, on ne sait toujours rien. Bon. Il me dit comme ça, il va y avoir un premier dossier. On devait avoir 150 dossiers dans le département. Oui. On tombe à 49. Vous voyez un peu déjà le truc. Je lui dis, monsieur le ministre, il m'a dit comme ça, avant que je parle, il m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur Lamassé. Il m'a dit, on va trouver le pognon, il m'a dit comme ça. On va trouver le pognon. C'est le jeudi. D'accord? Je le vois en Angers. Très bien. Le lundi, on a une réunion avec lui. Il nous dit, ah, mais l'argent, il y a une enveloppe, il n'y en a plus. Il se fout de nous, quoi. Ouais. Il se fout de nous. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, Philippe Bilger. Allez, bougez pas, Jean-François. Jean-François, imaginons le pire, que vous ne soyez pas entendu dans des conditions rapides. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller? Très loin. Très loin. On ne lâchera plus. On n'a plus rien à perdre. Mettez-vous à notre place. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, là, vit avec 336 € par mois? C'est la moyenne des salaires d'agriculteurs dans le département. Est-ce que vous vivez avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, quelqu'un peut vivre avec ça? Non, mais c'est sûr. Question, est-ce que c'est un mouvement européen? Bien. Je vous donne un exemple très, très simple. Cet après-midi, on était sur le blocus. Il y a un petit jeune qui vient me voir.
Il me dit, à savoir, j'aurais pas acheté le tracteur. Ah bon? Il me dit, ouais, j'ai acheté un tracteur, il vient de s'installer, donc vous imaginez. J'ai bien acheté un tracteur au mois de janvier, et il me dit, au mois de c'est un jeune céréalier, il me dit, au mois de septembre, il m'enlève 23 euros l'hectare. Il me dit, oh, j'espère que mes parents, on n'est pas sûr, ils vont essayer de m'aider. Et vous vous rendez compte? Ouais. Mais 3 jours après, on enlève de l'argent. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous, pour la bonne cause environnementale, est-ce que quelqu'un d'entre vous, juste pour la bonne cause, est capable de venir en vélo tous les matins au boulot? Oui. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. En même temps de M. Macron, ça va trop loin. Jean-François, allez, vous restez avec nous. On va faire une petite pause. On va revenir dans quelques instants. De toute façon, vous êtes notre vraie voix du jour. On va essayer de prendre un petit peu de plaisir. Et en parlant de joie et de plaisir, on va offrir un cadeau parce que c'est important aussi. Sud Radio aussi se mobilise pour vous offrir des cadeaux quand vous partez moins en vacances, par exemple. Un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un club bel en bras niché dans l'un des plus beaux endroits de France, au cœur de belles destinations, à la montagne, à la mer ou à la campagne, et qui est le 10e appel au standard. C'est Odile qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Odile. Bonsoir Odile. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à la joyeuse équipe. Bonsoir. Et Odile, vous faites quoi dans la vie, Odile? Secrétaire médicale. Ah, on aime bien les secrétaires médicales. Voilà, avec une jolie voix comme la vôtre. Odile, ça fait longtemps que vous n'êtes pas partie en vacances? Un petit peu, oui. Un petit peu. Et là, vous allez pouvoir partir pour un très très joli séjour, parce que vous savez, c'est très sympa les clubs Bel-en-Bras. Il y a plein de destinations possibles. C'est votre choix. Vous partez avec qui vous voulez. C'est 4 personnes et on est très heureux de vous offrir ce joli cadeau. Le week-end commence bien. Le week-end commence bien. Un grand merci pour votre bonne humeur. Et pour, dans des sujets parfois relativement difficiles et douloureux, un grand merci pour ce que vous faites. Eh ben, on vous embrasse, on vous applaudit, cher Odile, bravo. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant pour jouer avec notre vraie voix, Jean-François, à tout de suite. Et nous sommes accompagnés ce soir. Ils sont assez, dissipés ce soir. Hein. Oui. René Chiche, vous êtes très dissipé ce soir. Directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Il a acheté des chocolats. Il veut nous faire grossir. C'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Merci beaucoup. C'est pour nous. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du RAID et ancien député. Et Philippe Bilgière, bien entendu, président de l'Institut de la Parole, président du studio, président de nous-mêmes, président de tout. Voilà, c'est comme ça. Et ministre de rien. Et voilà, mais ça va venir, Philippe. On ne sait jamais. Allez, croisons les doigts, c'est bon. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et bien entendu, on a gardé Jean-François qui est au taquet avec nous aujourd'hui. Jean-François, vous connaissez le principe de ce jeu. Vous répondez en premier et si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui répondent à votre place avec des points. Et en l'occurrence, cette question, qui c'est qui l'a dit, à 2 points. Il ne reste qu'un rempart à l'extrême droite, c'est la force qu'on représente. Jean-François. Qui c'est qui l'a dit? Panot. Bonne réponse de Philippe Bilger. Mathilde Panot. Et ça date un peu, hein. Bilger. Comme dirait à Noir. 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Pour 1 point. Les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Jean-François. C'est une femme. Alors, il sait pas. Attendez. Jean-François. Langauchard. Bonne réponse. Bonne réponse collégiale. 1 point à tout le monde. Allez. Et écoutez, ça vaut 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Si nous étions au gouvernement, nous nous serions joints à l'Afrique du Sud qui accuse Netanyahou de génocide à la Cour internationale de justice. Jean-François. Jean-François. Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. 3 points. C'est vrai, j'allais le dire. Qui c'est qui l'a dit? À 3 points aussi. Rachida Dati est à l'image du gouvernement. Il n'y a que des nuls, des voyous, des tricheurs, des mises en examen. Ça c'est réglé. Quelqu'un de nuancé, une femme, un homme. Alors c'est quelqu'un qui a été candidat à la présidentielle. Et plusieurs fois. Jean-François. Ah, ça y est. Jean-François, comment? Qui? Hidalgo. Non. Poutou. Bonne réponse de Jean-Michel. On l'oubliait. Moi, les Poutous, je connais. Allez, dernière question. Qui a dit, ça vaut 3 points, qui c'est qui l'a dit? Non, l'Europe n'est pas prête à se passer des États-Unis. Et ça s'est passé ce matin.
Jean-François. L'oiseau, et vous aurez droit à un petit poutou de Cécile si vous gagnez. Alors René Chiche, l'oiseau, 3 points, et c'est Philippe Bilger. L'oiseau, mais vous avez gagné quand même, vous êtes à 6 points, vous êtes premier. Alors je ne rêve pas. Mais parce que Jean-François, merci beaucoup. C'était serré quand même. Merci, on pense bien à vous Jean-François, en tout cas pour votre et vous le savez qu'on vous soutient effectivement. Philippe David a raison. 0826 300 300, vous voulez nous parler, vous êtes les bienvenus ici, on peut dire ce qu'on veut et surtout si on peut vous aider, on le fera. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous Philippe Bilger, on parle de quoi? Rachida Dati, un merveilleux ministre potiche. Avec René Chiche. Garrido Corbière, pas coupable, mais un peu responsable. Et avec vous, Jean-Michel Fauvergue. Le bashing des Jeux Olympiques, est-ce bien utile, est-ce bien raisonnable? Et on en parle dans un instant. 0826 300 300, son numéro de téléphone est le vôtre. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix du jour, bienvenue Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Jean-Marcel, ça vous va bien, Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. On vous souhaite la bienvenue. Et moi, chère Cécile, je vous coupe la parole, je n'en peux plus, je vois rouge sur le gaspillage de l'argent de nos retraites. Cette semaine, à Évreux, une septuagénaire a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans, un verdict plus clément qu'en première instance où elle avait écopé de 8 mois ferme. Pour quelle raison? Pour avoir oublié de déclarer le décès de sa mère retraitée en 1998, sa mère qui vivait au Maroc, préjudice pour les caisses de retraite, un peu moins de 200 000 euros. Mais comment peut-on continuer à payer une retraite à une personne décédée? Pas parce que les retraites sont gérées par-dessus la jambe et qu'il a fallu attendre 2019, 21 ans après sa mort à l'âge de 84 ans, et un contrôle des bénéficiaires particulièrement âgés pour que l'organisme de retraite se rende compte de l'arnaque. Faites le calcul vous-même. Il a fallu que cette femme atteigne l'âge théorique de 105 ans pour qu'on se dise que c'était quand même un peu âgé. On nous a vendu une réforme des retraites au nom de la gestion de l'argent public. On serait pas, Cécile, une fois plus, un peu foutu de nos gueules? Philippe Bilger. Oh non, pas foutu de nos gueules. Parlons vrai. On s'est un peu fait avoir, peut-être. Mais vous avez raison. J'ai quelques expériences dans ce domaine où je me suis rendu compte que cette bureaucratie n'était pas très efficace. Jean-Michel Fauvergue. Oui, tout à fait. C'est les fraudes fiscales, les fraudes sociales nous coûtent énormément d'argent. Depuis 2019 d'ailleurs, il y a un grand plan contre les fraudes qui a été mis en place. Devinez par qui? Ah bah oui. Par Gabriel Attal. Quand il était au budget. Et c'est très important de combattre tout ça parce que c'est honteux. Et René Chiche, pas mieux. Non, pas mieux, franchement. Ouais, allez, on reviendra avec vous dans quelques instants. Et Félix Mathieu, vous avez la parole. Vous nous emmenez où, mon cher Félix Mathieu? Eh bien, je vous propose de partir du côté de Balma, près de Toulouse. Rangez vos t-shirts Nike, votre survêt Adidas. Philippe, je veux plus voir ce t-shirt du Tché. Cécile, ce crop top, ça va vraiment pas être possible. Oui, on va parler uniforme, tenue unique à l'école, comme vous préférez. La ville de Balma, en Haute-Garonne, s'est portée volontaire pour l'expérimenter dans 2 groupes scolaires, comme une centaine d'établissements du pays. Ça pourrait être généralisé dès la rentrée 2026. Si c'est concluant, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Bonsoir Vincent Terrainoves. Bonsoir. Maire de Balma, en Haute-Garonne, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors pourquoi est-ce que vous êtes porté volontaire pour cette expérimentation ? Je crois que c'est intéressant de permettre aux uns et aux autres de juger sur pièce, de se faire un avis sur quelque chose qui sera vécu directement et en réel. Donc c'est l'intérêt de l'expérimentation, puisqu'il y a des chercheurs qui vont suivre cette expérimentation sur les 2 années, qui vont pouvoir étudier les effets que ça a à la fois sur les élèves, à la fois sur les enseignants. Et puis il faut reconnaître aussi que c'est une forme de retour d'une certaine peut-être règle à l'école. Et on sait qu'aujourd'hui les enseignantes, les enseignants souffrent un peu d'irrespect. Et à titre personnel, je pense que le retour d'un uniforme à l'école peut redonner un cadre et que ce cadre peut amener un meilleur respect des enseignantes et des enseignants, même si, bien entendu, ça ne réglera pas toutes les difficultés. En tout cas, j'ai trouvé intéressant qu'on puisse se permettre de le tester et pour ça, j'ai bien entendu auparavant demander l'aval des parents d'élèves et du monde éducatif, des enseignantes et des enseignants qui ont répondu favorablement. Donc, répondant favorablement, on a dit go, on y va. Voilà. Et ça va être un gros investissement pour la commune ?
Alors le cadre, c'est une prise en charge à hauteur de 50% par l'État et 50% par les collectivités, donc là en l'occurrence pour la ville, dans une limite de 200 € par enfant. Et donc nous avons 400 enfants. Ça coûtera donc 40 000 € à la ville pour faire cette expérimentation, puisque le principe qui a été édicté par l'État, c'est que sur cette phase expérimentale, ça ne doit rien coûter aux familles. Et s'il n'y avait pas eu cette phase expérimentale, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez souhaité mettre en œuvre ? Alors c'est délicat, je crois que c'est parce qu'il y a une phase expérimentale que nous avons eu l'adhésion des parents d'élèves. Vous savez, en général, chacun a son avis et les gens se disent c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on va observer, on peut changer d'avis. Donc ça nous a permis d'avoir, j'ai envie de dire, l'aval, l'accord des parents. Si on ne l'avait pas eu, je pense que ça aurait été un peu plus difficile. D'accord. Et les élèves, vous savez ce qu'ils en pensent? D'ailleurs, est-ce que vous savez à quoi ça va ressembler, cette uniforme ou tenue unique? Je ne sais pas comment vous dites, vous, d'ailleurs. Alors nous on dit uniforme, mais bon, on peut utiliser le vocabulaire qu'on souhaite. Les deux vont bien, les deux conviennent et ils parlent. Donc on est libre de choisir les couleurs, on est libre de choisir si on veut le haut et le bas. On est libre également de choisir la composition du trousseau. Est-ce que vous voulez trois polos manches longues et 2 manches courtes? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'il en faut 2 de chaque? Ça, c'est à la libre appréciation des collectivités, en fonction bien entendu aussi de quelque chose qui n'est pas neutre, c'est le budget. Donc il faut qu'on arrive à rentrer dans ce budget, ce qui n'est pas évident. Donc on est en train d'essayer de consulter quelques entreprises pour voir ce qui serait faisable et réalisable. Et puis ensuite, on va lancer un marché public. Donc il y aura un appel à concurrence. Monsieur le maire, est-ce que vous avez rencontré dans ces établissements des problèmes liés aux vêtements des enfants? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'abaya? Est-ce que ça, vous l'avez connu chez vous? Non, nous n'avons pas de problème avec l'abaya. Je crois, par rapport à l'abaya, que la tenue vestimentaire peut régler en effet cette difficulté, mais pour autant, ça ne doit pas cacher les problèmes de fond et la raison pour laquelle on a tant de jeunes qui aujourd'hui revendiquent quelque chose en voulant porter l'abaya. Donc il ne faut pas que l'uniforme nous permette de mettre le couvercle sur la marmite et nous empêche de régler les problèmes. Bon, ceci dit, moi, à Balma, je n'ai pas eu ce problème. Par contre, on a eu quelques cas qui ont été signalés par les enseignantes et les enseignants qui nous ont indiqué que parfois ils vivaient comme un manque de respect le fait que, par exemple, alors ça c'est un exemple concret, mais en été, à l'école dès le matin, l'enfant arrivait avec la tenue du club de football dans lequel il s'entraîne et dans lequel il va aller faire son entraînement après l'école. Donc arriver avec le t-shirt, le maillot d'une équipe en short, avec les crampons mouillés dans une école le matin, les enseignantes et les enseignants, peuvent parfois le prendre mal. Et donc voilà, ça permet aussi de mettre un cadre à l'école, à la fois aux enfants, à la fois aux parents également, parce que si l'enfant est venu habillé comme ça en primaire, c'est que probablement il a eu l'assentiment de ses parents. Donc voilà, je trouve que c'est bien de réinstaurer en tout cas une certaine forme de respect de nos enseignantes et de nos enseignants qui font un métier difficile, compliqué, mais noble dans notre société. Merci, surtout si c'est pas le bon club de foot. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est le TFC, impérativement violet et blanc. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Vincent Terrail-Noves, maire de Balma, en Haute-Garonne. Allez, vous restez avec nous. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Catastrophe. Et les amis, l'uniforme à l'école, ça continue à débattre. Je suis ça, de pas être d'accord. Moi, j'ai des propositions. Ok. Pourquoi alors Philippe Bilger répétait d'accord, Jean-Michel Fauvert aussi. René Chiche, qu'est-ce qui vous gêne sur l'uniforme? Déjà, je suis opposé. Il a envie de parler, alors parlez. Je suis opposé à une seule identité dans une école. Les gens peuvent très bien s'habiller de différentes façons. D'abord, comme je le disais, ça ne fait absolument pas disparaître parce que c'est un peu le but de faire disparaître un peu les inégalités. C'est pas parce que tous les jeunes vont avoir un uniforme qu'ils vont être tous concentrés, comme m'a dit Philippe, sur l'école. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, excusez-moi, quand ils sortent, ne serait-ce qu'en dehors de l'établissement, les jeunes se rendent bien compte de leurs inégalités entre eux. Expliquez-moi, quel est le... Excusez-moi, je termine, et comme je l'ai dit... Mais oui, est-ce que je peux poser une question? Pourquoi les hommes mettent des costumes, alors?
Ça n'est pas pareil. C'est un uniforme, je suis désolée. Vous ne voyez pas forcément l'inégalité. La faiblesse, pour une fois, de la pensée de René Chiche vient du fait qu'il a dit il veut que la société rentre à l'école. Non, j'ai pas dit ça. Si vous l'avez dit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que une fois sortis de l'école, les gens seront en société, et en société, les gens ne sont pas habillés de la même façon. C'est inexact. Mais les gens ne sont pas habillés de la même façon en dehors. C'est faux, René. Avant, vous avez dit je veux que la société soit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah non, j'ai pas dit ça. On appelle la police. Jean-Michel Fauvergue. Non, allez. Alors moi j'ai une proposition sur l'uniforme, sur la couleur. Alors je propose noir ou bleu foncé. On voit l'ancien policier. Je respecte cette uniforme-là. Allez, les amis, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Allez, un peu d'intelligence ne fait pas de mal. Philippe Bilger. Votre tour. C'est bien ça. Deux fois, ma Cécile. J'attends avec impatience la dernière. Vous êtes très très flatteuse avec lui. C'est totalement normal. Vous avez perdu tout crédit depuis 5 minutes. Revenons sur Rachida Dati. Vous êtes pour la pensée unique comme uniforme. Allez, René Chiche, au coin s'il vous plaît. Attendez 2 secondes. Revenons sur Rachida Dati, qui est un ministre de trophée, vous dites. Oui, j'ai bien conscience que dans les pratiques politiques présidentielles précédentes, il y a eu déjà des visites sur certains lieux d'un président accompagné par un ministre. Mais ce qui m'a un peu choqué hier, et Emmanuel Macron l'a avoué dans une conversation, il avait dit « Je choisis quelqu'un qui est en tête dans les sondages », et Gabriel Attal avait dit à Éric Ciotti, on a acheté une marque. Eh bien, j'ai été un peu choqué de voir le président aller avec Rachida Dati en Seine-Saint-Denis, la montrer en quelque sorte. Il lui a demandé d'être ministre, mais est-ce que c'est une pratique politique et humaine qu'on accepterait si on montre une femme qu'on a voulu promouvoir et surtout qui doit se taire lors de la visite en question? Franchement, essayons de nous imaginer au moment où la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes sur un mode normal, entendons-nous, bat son plein, on ne peut pas concevoir que cette ministre qui a le verbe haut accepte d'aller là-bas en se taisant. Je n'imagine pas Cécile accepter une telle chose. Alors, vous avez bien raison. Jean-Michel Fauvergue. Alors moi, dans le domaine de l'égalité homme-femme, de la belle représentation, c'est justement Rachida Dati, parce que d'abord, elle a l'habitude de beaucoup parler. Là, effectivement, attention, c'est pas homme-femme, c'est femme-homme. L'égalité femmes-hommes. Oui. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Homme-femme. Attention. Mais si c'est égalité, ça marche dans les deux sens. Voilà. Égalité dans les deux sens femmes-hommes. Donc le beau symbole, c'est effectivement Rachida Dati. En plus, Rachida Dati, c'est effectivement une personne qui a pas sa langue dans la poche. Elle va pas la garder longtemps dans sa poche. Et aujourd'hui, si vous demandez aux citoyens français quel était le nom de la précédente ministre de la Culture et quel est le nom de la ministre de la Culture aujourd'hui, 3/4 des Français vous diront Rachida Dati, et en sont contents. Alors, on peut pas reprocher au président de la République de faire une équipe avec des vainqueurs, avec des impact players, comme on dit au rugby. Au foot, au rugby, ouais. Vous voyez? Quand on est condamné à parler anglais. Totalement avec Philippe Bilger, vous voyez, sur cette histoire de Rachida Dati. De toute façon, j'en ai parlé la semaine dernière. Moi, je trouve d'abord que c'est un abaissement de la vie politique, excusez-moi de le dire, de nommer Rachida Dati, qui encore une fois, je le répète, on va encore me parler de présomption d'innocence, de nommer d'entrée une femme mise en examen, qui n'a aucune connaissance de la culture. D'ailleurs, j'ai entendu sa première intervention à l'Assemblée nationale, elle était lamentable.
lamentable. Et donc effectivement, c'est un coup, c'est un trophée. Et l'image d'hier de Dati en banlieue avec Macron était d'une caricature et un abaissement total pour moi de la vie politique. Allez, pendant que vous y êtes, René Chiche, bien. Non, mais je le pense. Pendant que vous y êtes, oui, madame. Votre sujet justement sur le couple Garrido-Corbière. Rapidement, avant que je commence mon sujet, je voulais avoir une pensée pour les otages détenus encore à Gaza, et en particulier une petite pensée pour le petit bébé Kfir Bibas qui a eu 1 an, s'il est encore vivant. Oui. Mais c'est lié à mon tour d'actualité. Parce qu'on a vu donc la fameuse déclaration en vidéo de mademoiselle Inès Garrido-Corbière. Je ne vais pas tout rappeler, je suis antisémite, et nanana. Elle s'était déjà quand même illustrée à 2 reprises auparavant. C'est pas tombé du ciel. Elle avait dit il y a une semaine, alors qu'il y avait une manifestation pacifiste au Trocadéro pour les otages, je vais aller casser du sioniste. Et au tout début du massacre par les terroristes islamistes du Hamas, il faut bien employer les mots, elle avait vu une vidéo tellement déchirante d'une famille israélienne à terre, avec des terroristes au-dessus d'eux, alors qu'une des sœurs de la famille avait été tuée. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai même noté, mais c'est un peu trop long, elle a dit, je n'ai aucune émotion pour eux, ils sont chiants. Ce sont les termes qu'elle a utilisés. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, le couple Garrido-Corbière, en plus j'apprécie Alexis Corbière, ne sont pas, bien sûr, coupables des propos. D'ailleurs, j'espère qu'elle sera condamnée comme le footballeur de Nice, Youssef Attal, parce que c'est la même chose, apologie du terrorisme, il a écopé de 8 mois de prison avec sursis et 46 000 € d'amende. J'espère que la justice fera son travail. Mais, quoi qu'on dise, cette fille a 22 ans, elle est issue d'une famille quand même d'intellectuels, la mère avocate, le père professeur d'histoire brillant en plus, député. Et quoi qu'on dise, je pense que, vous voyez, j'imagine des réunions de famille ou même avec des membres de LFI qui quand même ont un discours, on le sait bien, très anti-sioniste, très anti-Israël. Vous savez, quand les gens de LFI disent tous... On peut pas extrapoler. Non, si, excusez-moi, je n'extrapole pas. Cécile, c'est la vérité. Lorsqu'on entend les discours de beaucoup d'élus sur Israël et sur le régime israélien, régime génocidaire, apartheid, patati patata, je pense que cette jeune fille et dans un terreau, j'en suis même persuadé, elle n'a pas pu dire ça innocemment. Et en plus, moi, je serais, vous voyez, le père et la mère de cette Inès. Bien, je me dirais, j'ai un peu raté quelque chose. Parce que quand on est père et mère d'un enfant, on donne des valeurs, un héritage, des traditions, une culture. Vous voyez, mais par exemple, parfois, moi, ça suit pas. Non, mais d'accord, mais je parle oui, non, mais et dernière chose. Et après, je sais pas si je suis trop long ou pas. Dernière chose, c'est que à l'issue de leur tweet très long hier de Garrido-Corbière, il termine par « Nous avons discuté avec Inès, elle n'est pas antisémite et raciste ». Mais de qui se moque-t-on ? Mais bien sûr qu'elle est antisémite et raciste. Tous ces actes le prouvent. Vous voyez, par exemple, je termine, j'ai une fille, eh bien, je l'ai pas éduquée, alors que j'ai des connexions, comme vous le savez, avec Israël, etc. Je l'ai jamais éduquée dans la haine du musulman ou de l'arabe. Je n'ai pas éduqué non plus ma fille dans la haine de l'allemand, alors que ma famille a souffert du nazisme. Donc c'est quand même toute une tradition. Il y a un terreau, je suis désolé, il y a un terreau, et je trouve que, voilà ce que j'avais à dire. Allez, Philippe. Je suis pas total, mais je comprends bien le raisonnement de René, il n'est pas du tout absurde pour être sérieux, mais j'ai trouvé, moi, que par rapport à tant de politique, ce couple a été très remarquable dans la perception de ce qui est survenu. C'est votre opinion, bien sûr. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. J'ai été rapide, il y avait beaucoup à dire. Mais... Le tour de table de l'actu de Jean-Michel Fauvergue dans un instant. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix, ça n'en finit pas de parlementer. C'est passionnant. Oui, c'est vrai que c'est passionnant. Vous voyez, du pour, du contre, ça vous ressemble. Il est ligoté. Oui. On a un très bon échange. C'est vrai, c'était. Et Philippe n'aime pas qu'on le contredit. J'adore le contredire. Philippe aime le débat. Vous plaît. Allez les amis, on y va, puisque c'est le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Jean-Michel Fauvergue, vous en avez assez du JO-bashing concernant les Jeux Olympiques de 2024. Oui, et je rejoins l'actualité et je fais écho à un article justement des Échos, à un dossier des Échos d'hier, qui dit que les Français ont la réputation d'exceller dans l'art de la critique, ce qui est assez vrai, et que les Jeux Olympiques n'échappent pas à la règle. Alors effectivement, on est à 200 jours des Jeux Olympiques, du début des Jeux Olympiques.
Et il y a une inquiétude sur la sécurité, sur les transports, sur les chantiers, et des critiques diverses, y compris d'ailleurs, vous l'avez vu hier ou avant-hier, sur les tenues qu'ont présentées les athlètes et qui sont critiquées. Qu'elles sont bien. Ouais, alors qu'elles sont pas mal, hein, moi je trouve. Mais pour l'instant, les Échos disent que tout se tient, c'est-à-dire que les budgets sont tenus, les chantiers sont terminés pour certains dans les temps. Oui, pour certains. Et, oui, pas pareil. La plupart sont terminés ou seront terminés, c'est ce que disent les Échos. Il y a l'optimisme. Et qu'en est-il de la sécurité et en particulier de la cérémonie d'ouverture? On en a parlé, vous en avez parlé, Philippe, tout à l'heure, la cérémonie d'ouverture. Et là, c'est un tir de barrage généralisé. Certains ont même dit à un certain moment qu'il y avait un aspect criminel de faire cette cérémonie d'ouverture. Alors, c'est vrai que les menaces existent au niveau de terrorisme en particulier, et les menaces existent et existeront longtemps, au niveau du maintien de l'ordre, au niveau de la gestion des foules, et elles sont décuplées lors de la cérémonie d'ouverture par la configuration de cette cérémonie d'ouverture. Ça va se passer sur la Seine, il va y avoir une centaine de bateaux, plus d'une centaine de bateaux, des centaines de milliers de personnes qui vont s'amasser, etc., etc. Mais c'est quand même faire peu cas de l'expertise des services de sécurité qu'on a en France. Je suis désolé de prendre leur défense, mais je les connais un peu. Au maintien d'ordre en particulier, avec les CRS, les gendarmes mobiles, les compagnies d'intervention de la préfecture qui sont excellentes, les groupes d'intervention, le RAID, le GIGN, qui se sont mis d'accord d'ailleurs et qui ont une expertise commune là-dessus, les services de renseignement, la protection des équipes, en particulier la protection des équipes d'Israël, puisqu'il va y avoir quelque chose de particulier pour la protection des équipes d'Israël, la coordination avec les armées, avec l'armée de l'espace et de l'air, qui va faire une bulle pour protéger cette cérémonie d'ouverture, avec les transmissions, avec le service de santé de l'armée, avec les services privés de sécurité, même s'il y a un problème de recrutement ces derniers temps. Alors, en clair, la France est quand même la 5e ou 6e puissance mondiale en fonction des classements. Il faut faire confiance. À mon avis, elle est capable d'organiser avec un peu de courage collectif et avec les moyens qu'on a à disposition une cérémonie d'ampleur. Ça fera du bien au moral dans ce monde en dépression. C'est un message envoyé à tous ceux qui dénigrent et combattent nos valeurs. Et si on n'est pas capable de faire ça, autant tout laisser tomber et à ce moment-là se concentrer uniquement sur l'organisation des championnats de baby-foot au gymnase de la Porte Champéret. Allez, vous restez avec nous. On va revenir sur ce documentaire hier diffusé en complément d'enquête sur Jordan Bardella, reportage à charge selon le Rassemblement national, Philippe. Oui, alors parlons vrai, est-ce que ces émissions n'ont pas un ton un peu trop accusatoire, sans droit de réponse pour les personnes mises en cause? Est-ce que quand on voit les conséquences de l'émission sur Depardieu, cela n'incite pas à plus de mesures? Les émissions d'investigation sur les politiques sont à charge pour 53% d'entre vous, trop engagés pour 29, objectif pour 18. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Françoise Jost est avec nous, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sémiologue, et son dernier livre Balance ton pof aux éditions Atlante. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Est-ce que ces reportages à charge ne sont pas contre-productifs finalement? Juste, je précise que le dernier livre que vous avez cité est un roman. Oui, alors, moi je pense que, si vous voulez, on voit très bien que dans ces émissions, les gens qui sont convaincus d'avance vont être convaincus, et les gens qui ne sont pas convaincus ne le seront pas. Alors, il y a maintenant une petite frange, et c'est cette frange, évidemment, qui compte, qui va tomber d'un côté ou de l'autre. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, les émissions d'investigation pour les politiques sont pour vous, en tout cas, à charge à 53%. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre, La Fond Presse. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Bonjour Monsieur Bardella, est-ce que ça vous dit quelque chose, Repnat du ghetto sur Twitter, Monsieur Bardella? Non, tout ça est très fragile et puis un journaliste comme un autre peut se tromper, ils peuvent être mal informés. Cette émission d'ailleurs devait être rebaptisée Complément de rien. Il n'y a absolument rien dans ce complément d'enquête, je n'ai pas tenu et je ne tiens pas de compte Twitter anonyme. Est-ce qu'il est interdit d'enquêter sur le passé d'un homme qui a aujourd'hui le vent en poupe? Ça n'est qu'une manipulation grossière. Que le service public s'agite à quelques mois d'élections européennes, c'est sans doute bon signe et les Français ne seront pas dupes. Et le Rassemblement national dénonce un reportage à charge contre le président Jordan Bardella hier sur France 2 dans Complément d'enquête. Ces émissions d'investigation qui déjà ont été accusées de partialité lors de sujets consacrés par exemple à Sofia Chikirou ou encore à Cyril Hanouna. Oui, et parlons vrai, est-ce que ces émissions n'ont pas un ton un peu trop accusatoire sans droit de réponse pour les personnes mises en cause? Est-ce que quand on voit les conséquences de l'émission dans l'affaire Depardieu, cela n'incite pas à plus de mesures? Les émissions d'investigation sur les politiques sont à charge pour 53% d'entre vous, trop engagé à 29% et objectif à 18%. Et notre invité François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sémiologue, et son dernier roman Balance ton prof aux éditions Atlante. Merci d'être avec nous François Jost. On revient à vous. Philippe Bilger d'abord sur cette... Le fait que François Jost a écrit un roman ne lui interdira pas d'être objectif, j'en suis sûr. mais plus sérieusement, moi-même j'ai conscience de proférer des propos dont un petit peu orientés. J'allais répondre naturellement que Complément d'enquête et l'audiovisuel public sont évidemment imprégnés par une idéologie de gauche soft, qu'en permanence ils choisissent des cibles qui les arrangent. Et vous avez à juste titre, Philippe, rappelé que par exemple il y a une enquête réelle ou prétendue sur Sofia Chikirou, donc on peut trouver tout de même des cibles de gauche parfois dans Complément d'enquête. Sur Sandrine Rousseau aussi. Ce que je dénonce tout de même dans ce type d'enquête, ce sont les modalités avec lesquelles on cherche à détruire les personnalités dont on parle. Et pour Jordan Bardella, je constate par exemple qu'il y a 3 témoins anonymes et un 4e qui se montre à visage découvert et qui affirme qu'on a tronqué en quelque sorte ses propos. Tout ça m'inquiète un petit peu sur la déontologie d'un audiovisuel public dont je rappelle qu'on le paye tout de même en qualité de citoyen. Sans redevance, sans plus de redevance. Alors moi, le fait que François Jost ait écrit un roman fait qu'il a toute mon admiration parce que je connais le travail que c'est que d'écrire un roman. Et donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la question claire que je vais poser, c'est que en termes d'audimat, ça rapporte pas. À mon avis, les choses sont faites uniquement dans ce sens-là. C'est pas pour aller au fond d'un sujet ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce qui le prouve bien, c'est qu'il y a des cibles effectivement de droite ou d'extrême droite, et il y en a quelques cibles de gauche aussi, et que cet audiovisuel d'État plutôt orienté sur la gauche est en train d'essayer de faire des émissions de scandale pour faire de l'audimat. René Chiche, le patron de presse. Alors, si on peut effectivement critiquer certains aspects de ces émissions, qui sont un petit peu à charge, mais pas vraiment non plus. Par contre, on peut quand même reconnaître au service public le fait de mettre à l'antenne ces émissions, parce que sur les autres chaînes, il n'y a pas d'émissions d'investigation. On n'en voit pas sur TF1, on n'en voit pas sur M6, on n'en voit pas sur les autres chaînes. Donc, c'est peut-être aussi l'un des rôles du service public de mettre à l'antenne ce genre d'émission qui en plus se distingue des autres programmes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la façon dont c'est traité. Mais je trouve que c'est quand même un plus pour le service public. Et Dieu sait que je critique parfois l'audiovisuel public par le nombre de chaînes, etc., qu'il y a dans le service public, c'est incroyable. Mais je trouve que non, je suis plutôt favorable. Maintenant, pour revenir, dernière chose. On peut pas dire non plus qu'il y ait vraiment d'émissions d'investigation politique en France. C'est pas vrai. Tous les scandales politiques sont en général, les vrais scandales, les vraies affaires, elles sont révélées par la presse écrite ou par les sites d'information. Bien sûr. La télé vient après souvent. François Jost, est-ce que quand on fait une émission sur un représentant politique, est-ce qu'il faut un pluralisme obligatoire? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faudra passer par tous les patrons de parti ou par toutes les personnalités politiques?
Alors, d'abord, pour pas faire le procès, si vous voulez, parce que c'est une autre histoire de la télévision publique. Il y a aussi des sites comme Mediapart qui font, et donc qui est un site privé, qui fait des enquêtes du même genre. Hein, donc, je crois qu'il faut pas. C'est un autre débat. Sauf que c'est plus confidentiel. Non, mais là, on parlait de télévision, là. C'est plus confidentiel, mais vous vous rappelez, par exemple, que pour le président de l'Assemblée nationale qui avait eu le tort de manger un peu trop de langoustes, ça a abouti à sa démission. Donc, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Pardon, je reprends votre question, je l'ai oubliée en même temps que je faisais une digression. Non, je disais, est-ce que, au nom du pluralisme, quand on fait une émission sur les représentants politiques, il faut, tout le monde s'y colle, en fait? Alors vous avez raison. Moi je pense qu'il faut du pluralisme partout où on peut. Il ne faut pas avoir qu'un seul point de vue. En fait, ce qui se passe quand même, si vous voulez, je crois que l'importance de cette investigation, c'est que beaucoup de gens disent sans arrêt, mais on nous cache tout, on nous dit rien, etc. Et puis vous avez tout d'un coup un microcosme qui dit au contraire, nous on savait depuis longtemps. Ben oui, Depardieu on savait, etc. Et donc ces investigations remplissent quand même un tout petit peu cette demande du public de savoir de ce qu'il y a derrière l'apparence. Donc à ce titre-là, je crois que c'est aussi utile parce que alors parfois les auditeurs écrivent en disant vous nous faites croire aussi au complotisme parce que tout d'un coup il y a plus plus rien n'est réel, tout est à un arrière-fond et tout est à double fond, etc. Donc il y a du pour et du contre, si vous voulez, vous voyez, dans cette investigation. Je voulais poser une question à François Jost, dont j'apprécie beaucoup le travail en tant que grand expert des médias, et c'est vrai. Comment expliquez-vous que les chaînes privées, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, comment expliquez-vous que les chaînes privées ne mettent pas à l'antenne des émissions d'investigation, puisque finalement il n'y a que France 2 avec complément d'enquête et cache investigation. Comment expliquez-vous? Mais je crois que il y a sûrement des raisons aussi financières parce que c'est cher, mais je pense. Oui, enfin TF1 et M6 auraient les moyens de faire des émissions d'investigation. Ce que je pense, et dont le débat est là pour le dire aussi, c'est que c'est dissensuel. Si vous voulez, parce que vous avez tout de suite avoir effectivement cette discussion qu'on a publiquement. Là, on peut l'avoir en privé avec sa femme ou entre nous, avec des amis, etc. Et je pense que donc que pour le service, pour les grandes chaînes qui veulent réunir des gens, il y a un risque à faire ce type d'émission. Est-ce que François Jost, l'une des raisons qui font que dans l'audiovisuel public, les modalités de l'enquête ne sont, de mon point de vue, pas convenables, est-ce que ça ne vient pas du fait que si elles étaient convenables, si elles étaient réellement objectives, comme vous l'êtes dans votre réponse, eh bien ça rentrerait dans le cadre de ce qu'on appelle les débats politiques en réalité? Ça n'aurait plus rien d'original sur le plan de l'appréhension de certaines personnalités ou de certains partis. Comme le disait Jean-Michel, il faut un petit peu chercher sinon le scandale, du moins la chose légèrement provocatrice. Oui, bien sûr. Et il faut, comment dire, c'est pour ça que je parlais de Mediapart tout à l'heure, parce que s'il y a une même politique qui est de faire un petit peu tomber les idoles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui est très en avant dans l'actualité, qui est très présent, et on va montrer que il n'est pas cette personne lisse qu'on croyait, mais qu'au contraire, il a des tas de défauts ou des erreurs, etc. Donc je pense que ce qui peut fasciner les gens, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, un détail, le fait qu'on dise que quelqu'un a fait sous un faux nom des tweets, ça ferait s'écrouler et ça montrerait, si vous voulez, que la personne est fragile et que derrière il y a quelque chose qu'on nous cachait. Et qu'il faut gratter. Merci beaucoup en tout cas François Jost d'avoir été avec nous, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sémiologue, et son dernier roman, il s'appelle #balance ton prof aux éditions Atlante. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup René Chiche. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. On vous retrouve lundi à partir de 17h avec Philippe David. Avec un immense plaisir. Et puis tout de suite, on va parler rugby sur Sud Radio parce que grand week-end
week-end de Coupe d'Europe de rugby avec Quentin Cabanis et toute l'équipe du rugby de Sud Radio. Et merci à notre magnifique équipe pour cette semaine. On vous retrouve lundi. Salut, bon week-end.